matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Ah non. Bonjour Olivia Morel. Pardon. Non, je vous en prie. Oui, ça enchaîne un peu rapidement ici, il n'y a pas de pause musicale. Bonjour Olivia, alors on vous avait reçu il y a quelques mois, quelques semaines. Il y a quelques mois. Quelques mois, vous êtes une personne née d'une mère porteuse, militante pour l'abolition universelle de la GPA, porte-parole de la déclaration de Casablanca et auteur de ce livre, Où es-tu maman? Le témoignage poignant d'une femme née par GPA aux éditions du Rocher. Et effectivement, ce témoignage est très très poignant. J'ai eu des serments de vente hier soir en vous lisant, parce que donc il y a une première partie qui est biographique, et puis ensuite vous avez plus largement vous répondez finalement à tous les arguments anti-GPA. Mais donc on va revenir sur votre histoire personnelle. Vous êtes né en 1991 dans le Kentucky, d'un père d'origine suisse et d'une mère française, qui ont émigré aux États-Unis, et vous passez votre enfance, les 10 premières années de votre vie, entre la France et les États-Unis. Sauf que pourquoi vous êtes né dans le Kentucky alors que vous habitez en Floride, à West Palm Beach? Donc il y a une vous apprenez que vous êtes né dans le Kentucky, mais que vous n'y êtes jamais allé, et donc c'est une première partie de votre interrogation. C'est une première partie de mon interrogation, oui, en effet. Ça fait partie des grandes questions, mais c'est pas la première question que je me pose. La première chose que je me pose en grandissant, c'est cette différence que j'ai avec ma mère physique, qui est très... Enfin, je suis grande, j'étais blonde. À l'époque, fut un temps. J'ai les yeux bleus, je suis plutôt typée de l'Est, on va dire. Et ma mère est plutôt typée... elle est très mat de peau, elle a les yeux marrons, elle est très, 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 très petite. Donc, je vois ma mère aussi qui a un certain âge. Elle a quand même... à ce moment-là, elle a... 56, 57 ans. Je vois les enfants qui sont à l'école et je vois leur maman. Je vois qu'elles sont beaucoup plus jeunes. Donc, je commence à me poser des questions à ce moment-là, oui. Et c'est plus tard que vient la question sur Jefferson. Pourquoi le Kentucky Et je pose la question à mes parents, d'ailleurs. Et donc, et qu'est-ce qu'ils vous répondent à ce moment-là? Alors, ma mère me fait la sérénade. Elle m'invente une histoire qui est assez drôle, qui est en plus fausse. Elle me dit que je suis née au Kentucky parce qu'elle adorait Autant n'emporte le vent, et qu'il y a Olivia de Havilland qui joue dans ce film. Et malheureusement, elle fait la faute en me disant qu'elle joue le rôle de Scarlett. Et en fait, elle joue pas le rôle de Scarlett dans le film. J'ai su ça plus tard. D'accord. Et donc, elle me dit que c'est pour ça que je m'appelle Olivia, c'est pour ça que je suis née dans le Kentucky, alors que ça se passe pas dans le Kentucky non plus. C'est en Géorgie. C'est en Géorgie, donc rien à voir. Mais bon, elle me raconte cette histoire et moi, je gobe ça. Je suis petite. Donc, mais donc, on sent quand même vous avez, même si vous avez des premières années heureuses, vous vivez quand même dans une jeunesse dorée américaine avec beaucoup d'argent, beaucoup de drogue. Vous avez même, petite anecdote, dîné chez Donald Trump dans les années 90. C'est ça. Qui était déjà connu. Donc voilà, vous avez une jeunesse qui est à la fois dorée, mais à la fois très, qui vit à 100 à l'heure, et donc qui a son lot de malheur aussi, avec des parents, pour le coup, même chez vos amis, qui sont très absents. Les parents chez mes amis, c'était une catastrophe. Bon, il y avait trop d'argent. C'était absolument... c'était trop. C'était beaucoup trop. Quand on a trop d'argent, les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'était très compliqué. Bon, après, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est cette partie de ma vie où je commence un peu à dérailler, mais en même temps, parce que j'ai une crise identitaire, je ne sais pas qui je suis, donc j'essaie de me découvrir, et pour me découvrir, et pour combler un vide du manque de ma mère. Je ne savais pas que c'était le manque de mère à ce moment-là. C'est avec une psychanalyse que j'ai appris. Je fais un peu n'importe quoi, oui. Beaucoup vous n'importe avez quoi. Ce vide affectif vraiment dès le début, qui vous poursuit. Dès le début, parce qu'il y a un manque de connexion émotionnelle avec ma mère non biologique, qui est assez flagrant. Et j'ai de la connexion avec mon père. Il faut le dire, c'est mon père biologique, mais je sentais que j'avais une connexion avec lui. Mais c'est vrai que j'avais un vide et j'avais un manque de mère. Et sans que vos parents ont pris le parti, alors c'est aussi une chose générationnelle de vous chercher à vous le cacher. Donc alors oui, ils me l'ont caché. Ils me l'ont caché pour des raisons qui leur sont propres, mais c'est justement parce qu'ils avaient tout. Ils avaient de l'argent, ils avaient un business qui fonctionnait bien, ils avaient une maison, ils avaient des amis, ils avaient un enfant qui était en parfaite santé, une jolie petite fille. Voilà, ils avaient tout. Donc, ils n'avaient pas envie de détruire ce modèle parfait-là, cette image parfaite. Et je peux les comprendre.
Je peux les comprendre. Et en même temps, quand est-ce qu'on le dit, quand est-ce qu'on le dit pas? Alors oui, il faudrait le dire depuis le début, c'est sûr. Mais bon, quand la machine elle est lancée, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit l'avouer. Et donc, je n'en veux pas. Après, je parle à d'autres enfants nés par gestation pour autrui. Ces enfants le savent depuis le début. Certains ont même gardé une connexion avec leur mère porteuse et ils ont souffert tout autant. Donc, oui, donc c'est peut-être pas forcément pas la pire des choses. Exactement. Le fond du problème n'est pas le mensonge. Ça crée d'autres soucis, je le nie pas. Mais le fond du problème, c'est l'abandon à la naissance de ma mère. Tout simplement. C'est ce traumatisme d'abandon et puis ensuite une crise identitaire parce qu'on m'a arraché à mes racines. On va y venir. Alors donc, racontez-nous ensuite donc cette jeunesse, cette fin de jeunesse qui, je crois que vous êtes obligé de revenir en France pour des raisons fiscales de votre père. Et donc ensuite, ça ne va pas mieux. Vous avez vraiment vous enchaîné des expériences vraiment horribles. Je reviens en France de force, oui, à cause de raisons. Bon, après, mes pauvres parents, c'était pas de chance, il faut le dire. Voilà. Mais bon, oui, on est obligé de partir des États-Unis. Bon, moi, entre-temps, je pars à Montréal, je fais mes expériences, je reviens en France. Et en revenant en France, j'ai un choc culturel. C'est pas chez moi. J'adore la France, hein, c'est un très beau pays, mais ce n'est pas ma culture. Donc, quand j'arrive en France, je me prends ça de plein fouet. Cette culture qui n'est pas la mienne, c'est cette langue qui n'est pas la mienne non plus, parce que je parlais français à la maison, très mal, j'avais un gros accent, je n'écrivais pas le français, et je me retrouve dans un pays qui n'est pas le mien, donc oui, culturellement parlant, c'était très compliqué, et je fais des dépressions, je touche à la drogue, je touche à l'alcool, et malheureusement, il s'ensuit des tentatives de suicide avec un viol. Que j'ai essayé de décrire dans ce livre parce qu'il fallait absolument que ça sorte. Et c'était une forme de thérapie de pouvoir l'écrire et le décrire. C'est un passage vraiment très... Enfin, voilà, j'ai vraiment pas les mots parce que en plus, c'est fait par des gens qui étaient vos amis, je crois, que vous considérez comme des amis, donc c'est absolument atroce. Donc, la chance quand même dans tout ça, c'est que finalement vous finissez par rencontrer un homme et ça change, ça bouleverse en fait votre vie à ce moment-là. Oui, parce que c'est vrai que je rencontre mon mari dans la vingtaine et il va dompter mes mots, M-A-U-X. En même temps, pardon, je vous coupe, mais vous avez très tôt, malgré ce mal-être, malgré ces excès dans la drogue, ces chutes, vous avez très tôt l'envie de fonder une famille et de chercher de la stabilité. Donc c'est quand même intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est un petit peu contradictoire, mais en même temps, ça en dit beaucoup sur ce vide affectif. Oui, j'avais besoin de combler un vide affectif qui était énorme. Donc je cherchais très tôt à me poser, avoir un mari, avoir des enfants et combler ce vide affectif et puis construire ma famille. Ma propre famille avec mes gènes. C'était essentiel et je ne voulais pas être une... Et ça, bon, après, c'est à titre personnel, mais j'ai vécu avec une maman qui était plutôt âgée et je ne voulais plus vivre ça. Je voulais pas que mes enfants puissent subir une mère qui était plus âgée, vu qu'elle m'a eu à 50 ans quand même. Oui, voilà. C'était important pour moi. Et donc, s'ensuit donc cette reconstruction avec votre mari. Et c'est ce qui va amener votre belle-mère en 2018, si je ne m'abuse. À mes 30 ans. À vos 30 ans, donc en 2021. À vous offrir quelque chose. Mais ne me vieillissez pas. Non, pardon, excusez-moi. Non, mais ça va. Et donc, elle va vous offrir un test ADN. Oui, elle va m'offrir un test ADN un petit peu. En fait, elle s'est mise de côté parce qu'il y avait mes parents ce jour-là. Et elle ne savait pas comment m'offrir ce test ADN. Elle me voyait souffrir. Ça faisait déjà 8 ans qu'elle me voyait souffrir. Des hauts, des bas, des dépressions. Malgré la stabilité de mon mari, malgré son soutien inconditionnel et son amour inconditionnel, j'avais des hauts, des bas, j'étais pas bien, je savais pas qui j'étais, c'était très compliqué. Et puis aussi, il y a eu les enfants. Il y a eu les enfants, et à un moment donné, moi, quand je suis tombée enceinte de ma fille, je me suis dit, mince, mais 25% de ma fille, je sais pas ce que c'est, je sais pas qui elle est. Et ça donne un petit coup, une petite claque. Et comme elle m'a vu souffrir comme ça, aussi avec les enfants, elle a décidé de m'offrir ce test ADN pour que je puisse être éclairée sur mes gènes, tout simplement. Pendant ce temps-là, même si vos parents vous ont toujours rien dit, il n'y a pas eu de discussion avec eux sur ce sujet-là. Non. Et vous avez fait vos propres recherches de vos côtés. Oui.
Et vous êtes quand même, vous dites à l'époque, même pendant vos examens médicaux, que vous êtes né, enfin, à l'époque, vous savez que vous êtes né sous GPA. Enfin, oui, non, mais c'était clair. C'est une révélation, vous en êtes sûre et certaine. J'étais sûre et certaine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'avais 17 ans où j'ai fait des recherches toute la nuit parce que je suis un petit peu excessive de ce côté-là. C'est-à-dire que quand je me mets sur un sujet, c'est à 10 000%. Donc j'ai fait mes recherches sur le comté de Jefferson aux États-Unis, à Louisville, Kentucky. Et dans ce comté, en fait, il y a plusieurs agences de GPA. Je tombe sur la GPA, je lis sur le thème de la gestation pour autrui. Et là, en fait, c'était vraiment la dernière pièce, c'était last piece of the puzzle. La dernière pièce du puzzle. Voilà, je vais apprendre à parler français aujourd'hui. Et tout s'enclique. Et de là, en fait, je raconte à tout le monde, sauf mes parents, que je suis née par gestation pour autrui. C'est un instinct qui est profond, c'était comme ça. Et je le raconte, oui, certes, au médecin. À chaque fois que j'ai un rendez-vous médical, un anesthésiste, oui, quels sont vos antécédents médicaux ? Je ne pouvais pas répondre parce que du côté de ma mère, je ne savais pas. Tout simplement, je n'avais pas de dossier médical m'indiquant si ma mère avait eu un cancer ou que sais-je. Finalement, c'est ce test ADN qui valide finalement cet instinct que vous aviez. Oui. Et à ce moment-là, c'est plutôt une libération, plutôt une douleur, quelque chose de... C'est dur Alors, il y a eu... C'est dur à décrire. La première chose que j'ai dit, quand j'ai regardé le test d'ADN et j'ai vu qu'il n'y avait pas de pourcentage de sang français, enfin bref, j'ai hurlé, j'ai fait yes. Vous savez, vraiment, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement soulagée, j'étais tellement contente que... Parce que donc on précise, le test ADN voit que vous êtes 0% française, confirme. Et donc votre mère étant française, c'est pas possible que vous ayez de... C'est ça, exactement. En fait, j'avais une grande... Enfin, je suis dans une majorité lituanienne, à 50%, puis ensuite suisse. Mais avec évidemment des origines un peu italiennes, un petit peu parce qu'en fait la Suisse c'est un petit peu un melting pot aussi d'Allemagne, d'Italie et tout ça. Donc voilà, je découvre ça. Puis ce que je ne savais pas que le test ADN pouvait faire, c'est de me matcher avec... en fait, il compare votre ADN avec d'autres personnes dans la base de données et vous match si vous avez quelqu'un dans cette base de données qui a des mêmes segments de pourcentage, des mêmes pourcentages de segments d'ADN dans la base. Et c'est comme ça que je retrouve ma cousine Germaine. Et c'est de là où je commence à lui parler et elle me rapproche de mon demi-frère, de mes demi-sœurs. Et éventuellement, ma mère porteuse, ma mère biologique, m'a contactée. Ah oui, donc c'est l'aubaine dans l'aubaine, c'est-à-dire que ce test ADN vous permet non seulement de vous reconnecter, enfin de prouver que vous êtes né par GPA, et en plus de reconstituer votre vie familiale derrière. Et de me reconstruire totalement, parce que j'ai accès là, sur cette plateforme, à mon arbre généalogique, à des photos de mes aïeux, de mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. J'ai tous les noms sur je ne sais combien d'années je crois qu'elle a retracé ma cousine 100 ou 150 ans de noms, donc c'était assez incroyable. Je tombe sur une photo en plus de mon grand-père maternel, et c'est là où je suis aussi frappée. Je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, ok, je ressemble à quelqu'un, je sais à qui je ressemble maintenant, je sais de qui je tiens mon nez, je sais de qui je tiens mon menton, je sais que c'est quelque chose qui se trace dans la famille, et c'est pour ça que ma fille aussi me ressemble, et c'est pour ça qu'elle a ça. Donc je peux lui montrer des photos de son arrière-grand-père, et je peux lui dire, regarde, ça c'est pour ça que tu es comme ça aujourd'hui. Ah ouais. Et ça va permettre à ma fille aussi de se construire, et mes enfants, et mes 2 garçons aussi. Parce que vos enfants sont déjà un petit peu âgés à ce moment-là. Non, à ce moment-là, ils sont jeunes encore. Ah oui, je venais d'accoucher. J'ai accouché à 29 ans de mon dernier, donc non, ils sont encore très jeunes. Bon, j'essaie un petit peu enchaîner en plus. Donc... oui, il vaut mieux faire comme ça. Écoutez, chacun son truc. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, donc finalement, grâce à cette cousine, vous êtes reconstitué, vous reconnecté à votre famille et à votre mère biologique, que vous finissez par contacter, qui vous contacte plutôt, qui me contacte. Je précise très bien parce que je ne voulais pas la contacter parce que, alors je savais qu'elle était fragile, je savais que, voilà, elle m'avait laissé, donc je pensais pas qu'elle puisse être intéressée par moi. Je pensais pas qu'elle voudrait de mes nouvelles. Et c'était aussi de la pudeur. Et du respect. Donc j'ai attendu qu'elle me contacte et elle m'a contacté. Les échanges avec elle sont dans le livre, je les ai publiés parce que je pense qu'elles sont belles. C'est des échanges qui sont très touchants.
C'est des très belles pages. Oui, j'avoue. Et en même temps, parce que c'est assez particulier, parce qu'on a cette image aujourd'hui de la mère porteuse qui ferait ça. Enfin, cette mère porteuse qui est la vôtre, votre mère biologique, a déjà des enfants par ailleurs qu'elle a reconnus. Oui. Donc c'est assez particulier parce que donc on se dit que elle avait déjà entre guillemets une famille Oui. et elle a eu ce besoin ou cette envie de cette envie d'ailleurs à un moment de sa vie. Alors est-ce qu'il y a des raisons quelles sont les raisons qu'elle a invoquées pour vous expliquer ça? Alors il y a ce qu'elle m'invoque et c'est la réalité. Ouais, d'accord. Ce qu'elle m'invoque, c'est parce qu'en fait elle avait perdu avant qu'elle fasse une gestation pour autrui, donc pour m'avoir, pour me donner. Elle avait perdu un fils dans un accident domestique assez tragique. Et elle avait l'impression d'être redevable à Dieu d'un enfant, à la société, pour un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord. Et oula, j'ai touché le. Tout va bien. Et comment dire, c'est sa manière d'expliquer les choses. Moi, après, j'ai su derrière que c'était quand même une famille qui n'était pas du tout aisée, qui avait besoin d'argent. Elle était là, elle galérait, elle avait 4 enfants à charge, le 5e étant mort. Donc, elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'argent parce qu'elle n'y arrivait pas. Et c'était de l'argent, pas facile, je dirais, mais elle pouvait rester à la maison à élever ses enfants. Et en même temps, porter l'enfant pour quelqu'un d'autre et le donner. Bon, moi, après, j'ai appris aussi que je n'étais pas la seule. Apparemment, il y en a 2 autres. De ce qu'on sait, parce qu'il y a des contrats qui ont été retrouvés par mon demi-frère. Et peut-être qu'un jour, je vais les rencontrer, ces gens, s'ils prennent un test ADN. Et elle était payée pour ça ou c'était une GPA dite éthique? Non, c'était alors, une GPA qui était rémunérée. même dans les GPA dites éthiques, il y a une transaction. Il y a une transaction, elle est payée indirectement. Elle est défrayée, donc ses vêtements, sa nourriture, bref, son assurance, elle peut avoir des séances de massage, bref, tout est couvert. Donc ça, par exemple, au Royaume-Uni, on peut dire que ça équivaut à un salaire quasiment. Ça équivaut à un salaire tous les mois. Oui, donc ça peut sortir des femmes de la précarité qui ont besoin d'argent et qui le font parce qu'elles ont besoin de cet argent pour survivre et pour élever leurs enfants. Alors justement, on va venir à ça parce que donc, c'est cette deuxième partie du livre. Vous, à la suite de cette expérience, vous décidez de devenir une militante de cette cause de l'abolition universelle de la GPA. Universelle est un mot important parce que justement pour vous, il n'y a pas de GPA dite éthique. Vous commencez à militer d'abord via TikTok, puis ensuite vous devenez porte-parole d'une déclaration qui s'appelle la déclaration de Casablanca, qui vous amène à vous exprimer devant plusieurs gouvernements internationaux, y compris à rencontrer le pape. Oui. Donc, alors il va pas bien en ce moment, donc on pense à lui. Voilà, absolument. Et que vous n'êtes pas croyante, je le précise. Non, je ne suis pas du tout. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que souvent les arguments anti-GPA aujourd'hui viennent d'arguments religieux. Là, pour vous, ce n'est pas le cas. Et vous, c'est vraiment une question de séparation de la mère et de l'enfant, de la vente surtout, de la commercialisation d'un enfant. Et vous dites d'ailleurs dans l'avant-propos de votre livre que vous ne en voulez ni à vos parents, ni à votre mère biologique, vous en voulez simplement à ces gouvernements et ce marché qui tire des milliards de cette pratique. Alors expliquez-nous d'ailleurs comment sont tirés, d'où viennent ces milliards et comment ils sont gérés. Alors ces milliards, mais on va reparler des chiffres. On va rentrer en détail. On va parler des chiffres. Donc en 2022, on était à 14 milliards de dollars sur le marché de la gestation pour autrui uniquement. Je ne parle pas de PMA, de tout ça. Je parle de la gestation pour autrui, qui est estimée en 2032 à dépasser les 100 milliards. Et une nouvelle étude vient de sortir. On est à 195 milliards en 2034. Donc c'est un marché qui est énorme, qui est gigantesque. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, les docteurs, les avocats, les FIV, les dons d'embryons. Voilà, il y a quand même... ça les génère voyages aussi, les voyages, les hôtels. Des organisations qui sont spécialisées pour faire des voyages de couples qui habitent dans des pays où les GPA sont interdites, jusqu'en Ukraine. Exactement. Les agences aussi qui sont là, les commerciaux qui viennent en France aussi. Je tiens à préciser, qui font... Oui, il y a des salons. Il y a des salons. Il y en a eu un à Paris là en 2024, en septembre 2024. J'ai essayé de prévenir les politiques, mais qui n'ont rien fait malheureusement. Donc ça continue à se passer. Donc on a des commerciaux qui viennent en France comme ça, promouvoir la gestation pour autrui et vendre leurs prestations alors que c'est interdit en France. C'est un délit d'ailleurs, le délit d'entremise. Donc bon.
On en est là aujourd'hui. La justice ne fait pas grand-chose et les mairies ne font pas grand-chose. Mais oui, il y a quand même beaucoup de personnes entre. D'ailleurs, il y a bien, je pense, au Kenya, où il y a même une agence de gestation pour autrui qui organise donc, qui book des hôtels, qui va vous booker l'hôtel, qui va vous booker aussi un safari pour que vous fassiez un safari pendant que la femme elle est en train d'accoucher. Voilà, c'est ce genre de choses. Et il y a aussi les Chinois. Il y a beaucoup de Chinois qui vont aux États-Unis pour le passeport américain, vu qu'il y a le droit du sol aux États-Unis. Alors peut-être que ça va sauter. Moi, je l'ai eu. mais oui, il y a un tourisme de la gestation pour autrui qui est abject. Absolument, et donc c'est vrai que ça explique pourquoi, avec ces milliards, on ne tend à présenter aujourd'hui dans les grands médias que les beaux côtés, présentés comme des beaux côtés. Je pense notamment en France à Christophe Beaugrand, qui est un grand militant de cette cause, qui a lui-même des enfants et qui met constamment en avant en fait sa vie de famille très épanouie, qu'il dit très épanouie, et puis surtout où il dit mais c'est mon enfant, vous n'avez pas le droit d'interférer dans sa vie-là, voilà, Sauf que donc on est un petit peu démunis parce que ça nous renvoie à notre liberté individuelle, et vous faites vraiment cette opposition entre le droit à l'enfant et les droits de l'enfant. Exactement. Et voilà, et je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus parce que voilà, notre mantra dans notre société actuelle, c'est mon droit. Mon corps, mon choix. Sauf qu'en là, c'est plus le corps de l'enfant. C'est mon corps, le choix du client dans la gestation pour autrui. Et c'est assez dramatique quand même de cette liberté individuelle qui est constamment mise en avant, quitte à mépriser finalement les droits des autres. C'est ça. Alors, je reviens juste sur les médias. C'est vrai que, pendant très longtemps, j'ai été un petit peu blacklistée des médias mainstream. Alors, pas à la télé, ça continue. Ça va continuer parce que c'est pas prêt de s'arrêter. C'est très compliqué. Je pense que vous passerez pas sur TF1. Non, je pense pas. BFM a tenté 2 fois, ils m'ont annulé à la dernière minute, mais bon, écoutez, au moins ils ont essayé. Sans doute la météo. c'est ça, exactement. Ouais, ils ont pas grand-chose à dire. Mais par contre, dans tout ce qui est médias, dans la presse écrite, j'ai été citée quand même dans The Economist il n'y a pas si longtemps que ça, dans The Daily Mail. Donc, il y a quand même des gros journaux qui m'ouvre la porte et qui me cite, même si le papier est plutôt en faveur de la gestation pour autrui ou voilà, un petit peu biaisé, j'ai quand même mon mot à dire. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Même les médias mainstream en papier commencent à me laisser parler. Et bon, après, oui, pour revenir à Christophe Beaugrand, moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde, comme je souhaite à tous les parents commanditaires tout le bonheur du monde. Hein. Je ne suis pas contre eux, je le dis tout le temps, je le dis d'ailleurs dans mon livre, je ne suis pas contre mes parents, je ne suis pas contre un Christophe Beaugrand qui m'a bloqué de partout parce qu'il croyait que j'allais l'attaquer, je ne suis pas contre un Jarry, je suis contre les gouvernements, je suis contre les politiques qui prennent ces lois, qui promulguent ces lois et qui ont besoin maintenant d'arrêter ça. Voilà, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de débattre contre des militants de la GPA? Ça vous est jamais arrivé encore? Non, on a essayé. Hein. Oui, vous avez essayé? On a essayé. On a essayé plusieurs fois. Déjà, avec Beaugrand aussi, qui a refusé plusieurs fois. Mais bon, après, je peux le comprendre. C'est un peu délicat. Mais on a essayé, oui. Moi, je devais débattre avec des pros GPA, mais ça ne s'est jamais fait. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas, c'est pas faute d'essayer. Hein. C'est sûr. Ça fait 1 an et demi que j'essaye. On va essayer de venir justement à ces côtés vraiment très sombres, très atroces de cette GPA. Alors ça dépend bien sûr des pays. Il y a des endroits où les mères porteuses sont mieux traitées que d'autres parce qu'il y a vraiment des endroits où c'est de l'esclavage. Quand on voit en Afrique, dans les pays aussi en Asie et en Ukraine. Hein, on rappelle d'ailleurs qu'en Ukraine, je crois que c'est l'entreprise Biotexcom qui avait proposé une opération Black Friday avec des réductions sur les prix des enfants. Oui, et le patron qui dit qu'il utilise des femmes pauvres, il l'a dit, hein. C'est lui-même qui l'a dit le 5 avril 2023. Il a ouvertement dit qu'il utilisait des femmes pauvres de l'ex-URSS pour les faire venir en Ukraine parce que c'était les bonnes proies pour fabriquer des enfants pour autrui parce qu'elles avaient besoin de l'argent. Donc lui, bon, il est honnête. Hein. Oui, il est honnête, mais ça montre quand même bien le marché et ce que ça représente. Absolument. Mais même dans les pays finalement... plus développé, la Grande-Bretagne, les États-Unis, il y a quand même des côtés atroces. Moi, je dois dire, je me suis rendu une fois sur un site pour la GPA pour voir comment ça fonctionnait. Ouais. On a l'impression d'avoir des femmes qui sont considérées comme du bétail, où on rassure le client en disant on vous garantit qu'elles vont manger bio, qu'elles vont prendre soin de leur corps. Donc, il manque juste la pastille verte sous le pied.
Et c'est assez, vraiment, c'est assez Elles sont affligeant. traquées. Hein. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans ce détail aussi, parce qu'aussi au niveau des assurances, parce que donc si la femme tombe malade, il peut y avoir des assurances. Alors ça, je le dis évidemment Ouais. dans le livre. Je mets plusieurs extraits de contrats américains dans le livre parce que la tendance en ce moment, c'est de me dire oh mais la GPA éthique, c'est la GPA américaine. Donc en fait, il n'y a aucune définition de la GPA éthique. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a sa propre définition dans le lobby pro-gestation pour autrui. D'ailleurs, il y a la conférence de la Haye qui est une ONG qui essaye de faire une régulation de la gestation pour autrui, de trouver ce que c'est une GPA éthique. Ils n'y arrivent pas. Ça fait 10 ans qu'ils y travaillent. Hein. C'est impossible parce que chacun, en fait, a sa définition. Certains, ça va être les États-Unis où elles sont payées, elles ont des assurances, tout se passe bien. D'autres, ça va être comme la Grande-Bretagne. D'autres, ça va être... Donc, en fait, il n'y a pas de GPA éthique. Mais aux États-Unis, où on dit que c'est bien régulé, elles sont bien traitées, entre guillemets, quand on lit les contrats, on prend peur. C'est de l'esclavagisme pur et dur. C'est-à-dire que pendant 9 mois et plus aussi pendant le temps qu'elle prend les shoots d'hormones. Oui, parce qu'elle se fait injecter des hormones pour justement se stimuler. Alors déjà, c'est pas se stimuler, c'est de de tromper le corps et de lui dire qu'il va être enceinte. Donc c'est ça, et c'est aussi des médicaments anti-rejet. Parce qu'en fait, on implante un embryon qui, normalement, génétiquement, n'est pas le vôtre. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le rejeter. C'est normal, c'est un corps étranger. Donc, elles sont blindées d'hormones. Elles ont des doses d'hormones, des caisses et des caisses d'hormones qu'elles doivent s'infliger. On n'a aucun recul sur ces médicaments-là. Aucun, zéro, à part un. Qui s'appelle du Lupron. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Dans le livre, du coup. Oui, voilà, oui, dans le livre. Donc, c'est un médicament pour utiliser pour les cancers de stade avancé de la prostate, un bloqueur de puberté, qu'on utilise dans la gestation pour autrui, que la FDA, l'agence de médicaments aux États-Unis, n'a pas autorisé à utiliser dans le cadre d'une gestation pour autrui. Et ça crée la maladie des os brisés. Il y a une liste d'effets secondaires qui sont terribles, mais affreuses, et on continue à les administrer à ces femmes. Donc pendant la grossesse, en fait, le corps de la femme appartient au commanditaire parce que justement, la petite chose à l'intérieur, le bébé, appartient au commanditaire, et donc ses parents commanditaires pensent qu'ils peuvent s'approprier du corps de la femme et en faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, à Hollywood, alors ça, donc c'est vraiment dans les pays où on prend les exemples les plus, entre guillemets, les plus présentables. Oui, voilà. oui, c'est beau. C'est la mode à Hollywood, je ne savais pas, c'est d'avoir sa propre mère porteuse pour les actrices. Et là, c'est quand même. Là, on touche au fond, là. Oui. Là, on touche au fond. Parce que justement, non pas parce que ces femmes ne peuvent pas pour des questions d'infertilité, mais parce que il faut garder son corps prêt pour les caméras aussi, des Oscars. Et puis d'autres choses. On prend le cas de Paris Hilton. Paris Hilton a eu peur de l'accouchement parce que quand elle était plus jeune, elle avait fait un tournage pendant lequel elle a vu un accouchement. Elle a eu peur. Ça lui a créé une phobie de l'accouchement. Et du coup, elle ne pouvait pas accoucher elle-même. Donc, elle a utilisé une mère porteuse. Donc, elle a pris sa phobie, elle a refilé le bébé, entre guillemets. Pardon, je suis taillée ce matin, ça. Voilà. Mais elle a refilé cette peur à une autre femme. Et puis voilà, quoi. Et puis, il faut aussi dire que c'est refiler le risque d'une grossesse avec des complications. On remet ça sur une autre femme. Et je trouve ça d'un égoïsme assez drastique. Hein. C'est l'enfant roi qui ne peut pas surmonter ses propres peurs et qui passe sur les autres. Effectivement, c'est assez horrible. Je peux dire que j'entends le manque d'enfants, le besoin de fonder une famille. On est une espèce, on a besoin de se reproduire. On a ce besoin qui est ou pas. Hein. Certaines femmes n'ont pas du tout envie de se reproduire et c'est leur choix. Mais on reste quand même des animaux. On a envie de se reproduire. Donc je peux comprendre le mal d'enfant. Mais ce n'est pas parce qu'on a un désir qu'on est obligé de détruire le droit des femmes et des enfants pour avoir ce bébé à tout prix. Oui, parce que là où le moment devient vraiment un moment de vérité, c'est quand, au moment où justement de l'accouchement, où on est obligé de séparer très rapidement la mère de l'enfant. Ouais. Et vous faites tout un parallèle, d'ailleurs, c'est très intéressant, toute une convergence entre l'amour, les émotions et vraiment toute la psychologie et la génétique qui finalement arrive aux mêmes conclusions, à savoir qu'un enfant est fait pour être auprès de sa mère à elle, sa mère biologique.
Et oui, mais aujourd'hui, c'est On est plus la évident seule pour tout le espèce monde. à séparer Oui. le petit enfant de sa mère. Oui. La seule espèce. Mm. Moi, je prends l'exemple des chatons qu'on ne sépare pas pendant 3 mois parce que c'est illégal, parce qu'on sait que ça cause des traumatismes psychologiques assez graves sur ces chatons. Ils deviennent fous d'ailleurs plus tard si on les sèvre pas correctement. Mais par contre, chez l'enfant, chez le petit nourrisson, tout va bien. On peut séparer l'enfant de sa mère et rien va se passer. On n'a pas d'études sur ça. Ouais. Donc, on sait par contre, chez les enfants adoptés, bon, c'est un autre sujet qui est complètement différent, mais on a quand même des choses similaires avec les enfants adoptés, les enfants nés par GPA et les enfants adoptés. C'est qu'on a arraché nos mères à la naissance et on a une rupture de notre identité. Et il faut aujourd'hui dire qu'il y a quand même 4 fois plus de tentatives de suicide chez les enfants adoptés. Donc pourquoi est-ce que nous, on s'en sortira indemne en tant qu'enfant né par gestation pour autrui? Alors qu'il n'y a pas de travaux scientifiques de psychologie d'ailleurs sur ces effets-là pour l'instant. Alors, il y a eu un seul de Madame Golombok qui a fait. Je me suis farci les 6 phases de son étude. En fait, elle a pris, je sais plus, je crois que c'était 45 enfants, dont seulement je crois, un tiers était né par GPA, le reste par FIV. Donc rien à voir, on est d'accord. Elle a mixé les deux et elle a dit, en fait, elle a suivi ses enfants de 3 ans, 6 ans, je crois, bref, en 6 phases jusqu'à 14 ans. Et à la fin de sa conclusion, c'est qu'elle ne peut pas tirer des conclusions parce qu'en fait, il ne reste pas assez d'enfants à la fin pour exprimer leurs sentiments. Ah oui. Voilà. D'accord. Ça c'est ce que parce que les pro GPA, ils adorent me sortir cette étude. Ils adorent. Mais moi, je l'ai lu l'étude. Et apparemment, ils l'ont pas lu. Littéralement, c'est écrit cette étude est biaisée. Voilà, parce que en fait, on mettait des enfants devant des caméras avec leurs parents, avec une psychologue. Super. Et puis après, on interviewait les maîtresses, enfin les profs d'école de ces enfants. Donc, évidemment, ils vont pas dire que l'enfant va mal. Ils ont peur des répercussions des parents. Donc, oui, tout est biaisé en fait dans cette étude-là. Donc, oui, on manque d'études sur le sujet. Mais une bonne nouvelle, c'est que là, au Chili, moi, j'avais fait une interview pour un magazine au Chili. Ça a bien marché. Et il y a des parlementaires qui ont proposé une loi pour interdire la gestation pour autrui. Donc c'est une superbe nouvelle. Et ils vont essayer de trouver des fonds aussi pour subventionner une vraie étude non biaisée sur les répercussions psychologiques sur les enfants nés par gestation pour autrui. Parce que Madame Golombok, qui a fait ça en Angleterre, est très gentille, mais c'est une pro-GPA à mort. Et voilà. Et même elle n'arrive pas à dire finalement, n'arrive pas à arriver à la conclusion qu'il n'y a pas d'effet. La conclusion, je l'ai, c'est vraiment cette étude est biaisée, on ne peut pas tirer des conclusions. Et à la fin, il restait quelques enfants parce que ils étaient plus là. Et il faut savoir aussi que dans cette étude, on mêle les enfants nés par PMA et les enfants nés par GPA. C'est deux choses complètement différentes parce que il faut les séparer. On est d'accord. Alors on va venir justement à ces pays qui commencent à avoir un réveil sur ce sujet de la GPA, mais d'abord je voulais quand même vous faire réagir à un extrait qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux qui met 2 parents, alors 2 parents hommes de GPA qui viennent de recevoir leurs enfants. Donc regardez ça et puis on réagit ensuite. Oh oui. We got cute babies. Right. Yay! Yay, yay, yay! What are we doing here? Are you gonna say hi? Hi. Are you ready? Yep. Okay, which one are we doing first? Yep. It doesn't matter. I Well. have help. Perfect. Let's Getting ready. you wanna get up? Get up. Oh, look at your cute sweater. Oh my goodness. There we go. Yay! Hi! Hello, Nana. Hi, Carl. Oh, hi. Hey, Mama. Let's go. Yeah. Off you go. Boo. In a minute.
Ouais. Voilà. Que dire Alors, ça aurait été un couple hétérosexuel, Oui, j'aurais ça réagi revient au même, exactement. Non, mais ça revient exactement au même. Je tiens à le préciser parce que généralement, on est taxé d'homophobe d'emblée quand on Oui, oui. commence à. Parce que quand j'ai posté la première vidéo, parce que ce couple avait fait une première vidéo où le nourrisson était sur le torse de celui, ou je ne sais pas comment Oui, oui. l'appeler, de cet homme qui a les cheveux blonds. Et j'avais fait un premier post et je dit là vraiment, où est la mère ? Où est la mère ? Comment va grandir cet enfant ? Enfin, moi, j'ai de la peine pour ces enfants qui vont grandir sans. Alors oui, certes avec deux papas, mais qui n'ont pas demandé de grandir sans leur mère biologique qui leur a donné naissance. Donc ça me peine, ça me peine. Et je crois que dans la vidéo, ils disent they au lieu de. Enfin, vous savez les pronoms Ah là. bon, d'accord. Oui, Ils utilisent ces termes. Je ne suis pas très familier. Je Oui, pourrais moi pas non beaucoup plus, vous aider mais là-dedans. en fait, ils disent pas elle ou lui, ils disent yel. Ah oui, voilà, d'accord. donc bon. voilà, Ouais. c'est. Ah, mais ça nous renvoie vraiment à ce choix de. On voit le bonheur infini des commanditaires, mais qui ne pensent pas du tout en fait aux répercussions Non, que pas ça a du sur tout. ses enfants. Après, c'est des enfants TikTok. Ouais. Oui, c'est ça. C'est des Absolument. enfants des réseaux sociaux, c'est des enfants faits pour les réseaux sociaux. Ouais. Après, nul doute, et j'espère très bien que ces deux parents vont offrir de l'amour à ces enfants. Je l'espère très sincèrement, et du fond du cœur pour ces enfants. Je pense à eux et ils seront dans mes pensées. Mais malheureusement, ça n'empêchera pas des traumatismes. Alors peut-être pas maintenant, peut-être pas à 15 ans, peut-être pas à 18 ans, mais peut-être à 30 ans. Et peut-être aussi transgénérationnel. C'est transgénérationnel. Oui. Tous les traumatismes que ces enfants subissent, ils vont les transmettre à leurs enfants. C'est comme ça. Donc, c'est peut-être pas dans cette vie qu'ils vont le subir, peut-être que c'est dans la vie de leurs propres enfants après. Alors, on va essayer de conclure sur une note un petit peu positive, puisque la déclaration de Casablanca, dont vous êtes la porte-parole, arrive quand même à faire son petit bonhomme de chemin. Oui. Et notamment, vous avez eu un grand succès, un succès quand même important plutôt, au Parlement européen. Vous avez réussi à faire voter une résolution. Alors, évidemment, je crois que c'est qui dénonce que la GPA forcée. Ouais. Mais c'est un début quand même. Ah, exactement. Et je crois aussi que le Parlement italien, lui, a interdit la GPA non seulement sur son sol, mais qu'en plus, il poursuit désormais les commanditaires italiens qui veulent faire des GPA à l'étranger. Alors ça, c'était ma plus grande joie. J'ai pleuré de joie quand j'ai vu ça passer, parce que je sais que ça a été très difficile pour le gouvernement italien de passer cette loi. Ça a été extrêmement dur, ça a été des débats incessants, ça a été horrible. Les débats, je ne sais pas si vous les avez écoutés, mais c'était affreux, c'était abject. Et je suis très très fière de l'Italie. D'ailleurs, j'ai été en décembre, on m'a remis le prix. C'est le parti de Giorgia Meloni qui m'a remis un prix pour le courage. Et j'ai tenu à la remercier par rapport à cette loi qui a été votée. Parce que pour moi, c'est la loi absolument parfaite dans toute sa splendeur. On pénalise les Italiens qui font une GPA sur le territoire, mais on pénalise aussi le fait d'aller chercher un enfant et de ramener un enfant, parce que c'est complètement hypocrite. Il faut le dire, comme en France, où la GPA est interdite, mais on peut se revenir avec un enfant. On met la France devant le fait accompli, et puis on demande la retranscription de l'acte de naissance. Et puis on peut faire des salons où on promet la GPA. Exactement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et puis maintenant, on n'a plus besoin d'être sur place. On a les réseaux sociaux. Donc quand je vois des commerciaux, et j'en pense à un en particulier aujourd'hui, qui est à Las Vegas, qui parle en français sur ses réseaux sociaux et qui fait la promotion pour des Français sur les réseaux sociaux depuis les États-Unis, je trouve ça complètement terrifiant. Maintenant, la directive européenne, je suis très contente. François-Xavier Bellamy et son parti ils ont cravaché pour qu'elle passe, parce que la GPA ne devait pas. En fait, à la base, c'était la GPA commerciale qui devait être écrite. Oui. Donc, on est quand même parti de loin, il faut le dire. Déjà, GPA ne devait pas apparaître dans le texte. Néanmoins, ça s'est fait. Nous, on part du principe que la GPA est toujours forcée, parce qu'il y a toujours une question de financement derrière. J'ai encore à voir une riche américaine porter l'enfant pour une pauvre. On est d'accord. C'est toujours, il y a toujours on le fait ces femmes se le font pour l'argent. Oui. Donc, certes, la directive n'est pas parfaite. On est d'accord, mais c'est un très grand pas vers l'abolition universelle de la gestation pour autrui. On ne va pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un début, un tout petit début, et
on a mis un pied dans la porte. Quoi. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres pays là, qui commencent à prendre conscience? Je Le crois que vous Chili. étiez en Albanie, donc il y a le Chili aussi. Oui, il y a le Chili là qui commence à se réveiller. Une loi va être proposée, a été proposée, pardon. Ça a très très bien avancé. On est très contents. En Argentine, il y a la Cour suprême qui a rendu un arrêt là il y a pas très longtemps, juste après la promulgation de la loi italienne, où en fait le juge dit que sur l'acte de naissance, la mère qui a donné naissance à l'enfant, donc la mère porteuse, ne peut pas être remplacée. Donc, ça veut dire, en même temps, c'est vrai, mater semper certa est, la mère est toujours connue, la mère, c'est celle qui accouche, dans n'importe quel pays du monde entier. Donc, ils ont dans toutes appliqué les ça. espèces animales, Mais c'est oui, plutôt global. Évidemment, parce que cet enfant va vouloir cette mère à la naissance. Et en fait, ça a bloqué toutes les gestations pour autrui en Argentine. Donc, les personnes de pays européens qui sont partis en Argentine récupérer leur enfant ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine. Ça a été la catastrophe. Et c'est toujours un petit peu le bazar là-bas, d'ailleurs. Donc, il y a des pays qui commencent à se réveiller. On agit, là j'étais en Albanie, parce qu'ils veulent légaliser la gestation pour autrui. C'est un gouvernement très socialiste, très libéral, très progressiste. Voilà. Socialiste, mais qui n'a pas l'air de se préoccuper beaucoup des pauvres, en tout cas de la pauvreté. Ah non, mais pas du tout. Non. Par contre, le marché de la GPA, pour rapporter des milliards, ça c'est un peu plus intéressant en utilisant leurs femmes albanaises. Surtout que ces femmes albanaises sont déjà en ce moment trafiquées dans des fermes. Ils ont été trafiquées d'ailleurs en Grèce. En 2023, il y a des femmes albanaises d'Ukraine et tout ça qui ont été trafiquées en Grèce, forcées à être mères porteuses dans des fermes. Ça a été un scandale absolument atroce. Et récemment, là, juste il y a quelques jours, je termine juste là-dessus, il y a 100 femmes qui ont été trafiquées de Thaïlande en Géorgie pour être forcées en Géorgie à fabriquer des enfants pour des parents commanditaires géorgiens. Et c'est tellement grave ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement de cas de trafic de ces femmes et d'enfants aussi, parce qu'il y a des enfants qui sont envoyés à travers les frontières, que la rapporteuse spéciale de la violence faite aux femmes et aux filles, Rima Mzalem, aux Nations Unies, va faire son rapport annuel en octobre 2025 à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de la gestation pour autrui et les horreurs que ça fait aux femmes et aux enfants. Bon, donc c'est une prise de conscience quand même qui commence à faire son chemin, et c'est une très bonne nouvelle vraiment, parce qu'on ne souhaite ça à personne. Voilà, c'est un vrai drame. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivia Morel, pour ce livre très poignant. Où es-tu maman? Le témoignage poignant d'une femme née par GPA, aux éditions du Rocher. Vous êtes porte-parole de la déclaration de Casablanca.